Salut à tous, est-ce que vous connaissez Les Tuniques Bleues? Une série de bandes dessinées débutée par Raoul Cauvin et Louis Salverius avant que ce dernier ne meure d'un infarctus à l'âge de 38 ans, remplacé alors par Willy Lambil. On y suit les aventures de deux Tuniques Bleues, Chesterfield et Blutch, durant la guerre de sécession. Et on va en apprendre un peu plus sur les aventures de ces Bleus durant les 64 albums de la série. Pourquoi t'as le 65 dans les mains alors? Parce que le 64e album est le dernier de Lambil et Cauvin, et qui voulait prendre le temps pour le faire, soit 2 ans. Et comme Dupuis voulait sortir un album tous les ans, ils ont dépêché le couple d'auteurs Becca et le dessinateur Munuera pour prendre la relève. Alors sans plus attendre, armez votre colt, sortez votre sabre, on est parti pour parler des Tuniques Bleues. Cornelius a toujours voulu s'engager dans l'armée. C'est un rêve qu'il a depuis le début de la guerre de sécession en fait. Et vu qu'il n'y a pas de date précise au moment des faits, c'est très dur de savoir depuis combien de temps. À mon avis pas longtemps puisqu'il a participé à la bataille de Bull Run le 21 juillet 1861 et qu'il avait déjà acquis son grade de sergent. La guerre de sécession ayant débuté en avril de la même année, il a très vite fait son choix de carrière. Oui, en effet, c'est assez rapide. Mais le souci c'est que ses parents ne l'entendent pas de cet œil. Enfin, ne le voient pas de cette oreille. Enfin, vous avez compris. Du moins à sa mère qui préfère faire de lui un boucher. Son père, lui, accepte son désir de devenir soldat. Il en fait même le souhait avant que son fils n'en parle. Et pour cause, puisqu'il a participé à la bataille d'Alamo qui lui a coûté ses jambes. Alors, c'est pas pour pinailler, mais il n'y a eu aucun survivant à la bataille d'Alamo. Oui, la vraie version, c'est qu'il était un simple blanchisseur dans l'armée. Et qu'il est tombé d'une escabelle en empilant des caleçons. Mais revenons de côtelettes, puisqu'à ce moment-là, Cornelius est un simple garçon boucher. Et sa mère espère qu'il épousera la fille du patron, pour hériter de la boutique. Seul problème, Charlotte, la fille, est moche. Et c'est pas moi qui le dis, c'est Cornelius lui-même quand il est bourré. Irina Lefranche-Berger, je l'ai baisé. Jocelyne Turner, je l'ai baisé. Le prince Patrice de Moldavie, je l'ai baisé. J'étais bourré. N'empêche, je l'ai quand même baisé. C'est à ce moment qu'il fait la connaissance de Blutch, le tenancier du bar, le Pacifique. Alors Blutch, on s'intéressera plus à son cas dans la deuxième partie, parce que c'est compliqué. Toujours est-il qu'en voyant passer un défilé de jeux de recrues pour le front, Cornelius est décidé. Il ira lui aussi à la guerre. Alors, il finit sa journée et va annoncer la nouvelle à ses parents. Il a une annonce importante à leur faire. Et sa mère, autoritaire comme pas deux, comprend avec cette simple phrase qu'il est prêt à demander la main de Charlotte. Et impossible d'en placer une pour lui faire comprendre qu'elle se trompe. Donc ni une ni deux, Cornelius se retrouve avec un beau costard et un bouquet de fleurs pour aller faire sa demande à la belle, à la moche, à Charlotte. Et vu qu'il se voit mal être bouché jusqu'au restant de ses jours avec une ribambelle de petits Cornelius qui lui tournent autour, il décide d'aller prendre un dernier verre au Pacifique, histoire de se donner du courage. C'est drôle, vous savez, certains parmi nous ne rencontreront jamais le grand amour. Comme, par exemple, moi. Puis un deuxième, puis un troisième. Enfin, faut dire. Oh, ça c'est du bon. Ah ouais? Si bon que ça? Et donc, après quelques verres, au beau milieu de la nuit, Vlatipak des militaires débarquent pour trouver Blutch et Chesterfield ronds comme des billes. Légionnaire! Buez! Puissez! Mangez! Et du coup, ils en profitent pour leur faire signer des papiers pour les engager dans l'armée. Bon, Chesterfield, il est content, mais pour ce qui est de Blutch, c'est pas vraiment la même mayonnaise. Mais à peine arrivé au camp, avoir reçu leur équipement, Vivant, avancez. Allez, avancez. Quand est-ce qu'on a les flingues? et après avoir pris à charger avec une baïonnette, les voilà envoyés au front. Allons-y, les stagiaires P2, descendez de là-dedans! Déjà, mais ils ont même pas encore tiré un coup de feu. Oui, mais on n'a pas le temps. Je rappelle que dans 4 mois, ils doivent être à la bataille de Bull Run. Donc ils apprendront sur le tas comme tout le monde. Fichez le camp! Et donc, première fois sur le front pour nos deux héros. Et ils peuvent voir la réalité de cette guerre sanglante dans une bataille titanesque opposant le Nord au Nord. Tu veux pas plutôt dire au Sud? Non, bien le Nord. Ça fait 3 jours que les Bleus étaient pilonnés par d'autres nordistes. Chaque camp pensant qu'il faisait face à des sudistes. Oups! Bon, bien entendu, ce désagrément a une tendance à refroidir nos deux protagonistes, mais Cornelius a une idée de génie.
L'infanterie c'est fait pour mourir, mais la cavalerie, ça, c'est sécurisé. Du coup, il demande une nouvelle affectation près du major McShawn. Et ma question va peut-être sembler stupide, mais ils ont déjà monté John. D'accord, il faudra qu'on travaille ça. Un peu comme ça, quoi. Du coup, comment ça va se passer? Oh, ils vont se faire engueuler comme du poisson pourri et finir leur jour à nettoyer du crottin de cheval. Enfin, ils préfèrent s'entraîner durant la nuit à monter à cheval pour pouvoir rejoindre la cavalerie, la vraie. Et après quelques jours, ils arrivent à prouver que non seulement ils sont capables de se tenir sur un cheval, mais même de le manier mieux que personne. Tu veux dire qu'en quelques nuits, ils sont passés de ça à ça? À peu de choses près, mais maintenant ils sont accueillis dans la grande famille de l'armée nordiste des États-Unis d'Amérique. Et ils rencontrent quelques nouveaux collègues, dont la majeure partie disparaîtront aussitôt. Mais on y retrouve Brian et Trips, deux personnages qui ne seront jamais affectés à la cavalerie. Oui, pour le coup, c'est un joli clin d'œil, mais qui provoque quelques incohérences. Toujours est-il qu'ils se retrouvent affectés, respectivement comme sergent et comme caporal, au 22e de cavalerie, surnommé le régiment dont on ne revient pas. Malgré le fait qu'ils ne rejoignent ce régiment que dans l'album du nord au sud, soit après avoir passé du temps à Fort Bound. Oui, mais sur une série qui a plus de 50 ans d'histoire, on peut se permettre quelques écarts de continuité. Surtout que de ce point de vue-là, il y a pire. Parce que s'il y en a un dont les origines sont encore plus nébuleuses, c'est bien le caporal Blutch. Je vous avais dit qu'on allait y revenir. Déjà, ce qui pose problème avec ce personnage, c'est qu'il a des origines un peu décousues, on va dire. Tu veux dire qu'il y a deux histoires d'origines différentes dans deux albums? Non, ce que je veux dire, c'est que soit ses parents voulaient réellement se débarrasser de leurs enfants, soit il a un visage très familier. Parce qu'il a pas moins de deux sosies sur le territoire américain. Un qui se trouve dans une tribu native à côté de Fort Bound dans le Nouveau-Mexique, mais tout porterait à croire qu'il est le frère jumeau de Blutch, abandonné par ses parents lorsque la tribu native a attaqué des colons. En découvrant le marmot, le chef de la tribu l'aura adopté en lui donnant le nom d'écureuil silencieux. De toute façon, il dit tellement rien qu'en dînant avec un tabouret, ça serait pareil. Mais ça mise à part, ce n'est pas tout, parce que Blutch a été recueilli, lui, dans le Missouri. À ce tarif-là, pourquoi pas un troisième en Pennsylvanie? C'est le docteur Harding qui, un soir, s'est vu confier le petit nourrisson. Et par confier, je veux dire abandonné comme une vieille chaussette. Non, je maintiens un pire parent du monde. Bon, on pourrait dire qu'un médecin, c'est une personne respectable qui sera assez consciencieuse pour s'occuper d'un enfant. Sauf que notre docteur, là, il avait un léger souci. Il était... comment dire... un gros soulard. Excusez-le, il est rond comme une boule. Quoi? C'est pas vrai, peut-être? Si. Ce qui fait qu'un père alcoolique, c'est pas super bien vu par le comité des femmes du village. Donc ils ont décidé de lui retirer le gamin pour le confier à un orphelinat. Un orphelinat dirigé par nul autre que Silas Hancock. Non, pas celui-là. Là, on parle d'une brute épaisse qui prenait un malin plaisir à terroriser les enfants et à les envoyer au cachot pour un oui pour un non. Alors, je suis pas un expert dans l'éducation des enfants aux États-Unis durant la guerre de sécession. Mais je doute que ce soit mieux qu'un poivreau. Et après quelques années, le doc est appelé pour s'occuper d'un enfant blessé dans l'orphelinat. Comment s'était-il blessé? Ben, de la même manière que toute personne se retrouvant dans une relation abusive. Dites-moi ce qui vous est arrivé. J'ai glissé. Les enfants, faites attention en descendant l'escalier, on ne vous le dira jamais assez. Toujours est-il qu'il retrouve Blutch dans une énième tentative pour s'évader de l'orphelinat. Et le bon docteur s'empressa de le faire sortir en faisant croire qu'il avait la rougeole. Remarquez, c'est pas banal comme réaction allergique. Et après ça, le docteur et Blutch se mirent en tête d'aller chercher de l'or en Californie. Sur la route, ils rencontrèrent un canard désireux de devenir le plus riche du... Attendez, là je suis en train de me tromper de script. Ah voilà. Ils réclamèrent un terrain au bord de la rivière et commencèrent à chercher de l'or. Bon, le gamin cherchait de l'or, le doc, lui, consommait les recettes. Mais c'est vrai qu'il tabasse, le rouquin, aujourd'hui. Blutch finit par trouver de l'or, mais ils se font voler leur propriété juste après. Bon, le voleur n'aura pu en profiter qu'un bref instant, puisque le futur caporal aura appelé tous les chercheurs d'or de la région pour qu'ils s'attaquent à ce petit tronçon de terre. Prochaine étape était la ville de San Francisco, où le docteur a voulu recommencer de zéro et reprendre ses bonnes vieilles habitudes. Être un médecin dévoué à ses patients. Être rond du matin au soir. Du coup, c'est encore le gamin qui rapportait l'argent. En devenant cireur, docker, garçon coiffeur, garçon de bain, garçon de café, vendeur de journaux, bref, il touchait un peu à tout. Mais encore une fois, ils durent quitter la ville à cause du doc et de ses patients mécontents. Direction le comté d'Amador avec un gisement de quartz. Et on ne change pas une équipe qui gagne en envoyant le gamin à la mine. Où d'ailleurs il retrouve Sutter, le voleur de concession qui ne lui a toujours pas pardonné.
tandis que le doc reprend ses bonnes vieilles habitudes. Au bout d'un moment, qu'est-ce que Blutch fait encore avec lui? Ben justement, c'est la goutte d'eau qui fait déborder le verre à whisky. Et après un dernier accrochage avec Sutter, il décide de quitter le dock et de partir de son côté. Après, on ne sait pas trop comment il s'y prend, mais il fait fortune dans le commerce de bananes vertes importées du Panama. Avant de partir dans le Colorado, une nouvelle fois à la recherche d'or. Et sur place, il retrouva... Quoi de neuf, docteur? Et contre toute attente, le doc l'a aidé, sans voir une seule goutte d'alcool. Elle est où dans ton loupe? Ok, il a tenu 3 jours. Après ça, il a volé l'or du gamin, l'a dépensé en alcool, et les autres clients se sont servis de son état d'ébriété pour lui tirer l'emplacement de la concession. Après ça, Blutch a ouvert son bar, et vous connaissez la suite si vous avez vu le début de la vidéo. Mais tu as parlé de 2 sosies, du coup c'est lequel l'autre? Oui, alors le troisième personnage qui a le même visage, c'est Barnaby Nutcracker. Un artilleur qui, après avoir reçu un boulet, a fini zinzin dans un asile. Alors soit c'est bel et bien un sosie, ou alors les parents de Blutch ont en effet abandonné un troisième enfant en Pennsylvanie. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo et j'espère qu'elle vous a plu. L'idée est un peu plus courte que d'habitude, mais je me devais de rendre hommage à Kova qui m'a apporté énormément d'amour à travers ses BD. Alors n'hésitez pas à liker, commenter, partager, à vous abonner pour ne manquer aucune des prochaines vidéos. Moi je vous dis à très vite, c'était le Grim Squeaker pour vous servir.